BDO. J'arrive chez Société Générale 15 jours avant la crise des subprimes. Je pense qu'on ne transforme bien les organisations qu'en les aimant. Tous les échecs, toutes les difficultés, tous les obstacles sont une façon aussi de te remettre en question, d'avancer, de réfléchir à la vie, aux choses, aux autres. Tu ne pilotes pas ce que tu ne mesures pas. Bienvenue dans Coulisses de CEO, le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Naudan et dans chaque épisode, avec mes invités, on décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coulisses de CEO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Françoise Mercadal Della Salle, une figure emblématique du monde des affaires. Françoise est née à Alger, elle est diplômée de l'IEP, de l'ENA. Elle commence sa carrière au ministère des Finances en 1988, puis embrasse une carrière dans la banque. BNP, Caisse des dépôts, jusqu'à rejoindre en 2008 le groupe Société Générale, où elle prend tout d'abord la charge de la rationalisation de l'informatique du groupe, et sa carrière prend un nouvel élan lorsqu'elle devient en 2018 directrice générale de Crédit du Nord, groupe qu'elle quitte en 2022. Aujourd'hui administratrice de différents groupes et institutions financières comme Euraseo, My Money Group ou Attijari Wafa Bank, elle fonde Oxo Dynamics, plateforme B2B pour aider les entreprises à piloter leurs données extra-financières et leur transition durable. Bonjour Françoise. Bonjour Arnaud. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous parler de tes origines, d'où tu viens? J'ai dit que tu étais né à Alger, et puis un peu la période de ton enfance avant qu'on rentre dans le business. Un risque de passer longtemps dans mon enfance, il faut que je me restreigne. Donc je suis une méditerranéenne, effectivement. Je suis née à Alger juste après l'indépendance, ça vous donne une petite idée de la date, d'une famille pieds noirs d'origine espagnole et italienne, qui était arrivée en Algérie au début du 19e siècle, au moment de la colonisation française, quand les Français ont appelé en fait des paysans, des maçons de toute l'Europe du Sud pour venir défricher l'Algérie. Je suis la fille d'une lignée de pionniers, on va dire, de gens qui se sont faits avec une valeur qui m'a été serinée toute mon enfance, qui est le travail. Et le travail à l'école, surtout, qui était extrêmement valorisé dans ma famille. Eh bien, on s'élevait, voilà. Donc, j'ai un papa polytechnicien dont je suis extrêmement fière, qui a montré la voie. Et puis, mon frère, ma sœur et moi, nous avons suivi ses traces. Tu as eu un parcours académique que je qualifierais d'excellence. C'était une volonté familiale, tu as été poussé là-dedans, ça s'est fait naturellement. Sciences Po, l'ENA, enfin, c'était l'ambition que tu avais. Je n'avais pas d'ambition, pas de vision de long terme. J'étais juste au quotidien dans l'envie d'être excellente. Oui, je crois qu'il y avait une recherche d'excellence, mais qui ne m'était pas poussée. Mes parents ne poussaient pas. Ils étaient juste très aspirationnels. C'était une forme d'aspiration à leur montrer que j'étais digne de leur regard, et particulièrement celui de mon papa. Et alors, Sciences Po l'ENA, non, en fait, c'est un deuxième choix, puisque dans ma famille, ce qui était porté au nu, c'était les maths. J'ai un frère qui est vraiment un génie en maths. Il est sorti premier de Centrale, il est parti aux États-Unis, il a fait un PhD au MIT, il a fondé une entreprise avec son prof américain. Il vit aux États-Unis depuis. Ma sœur est professeure de médecine. Voilà, donc c'est plutôt des matheux. Et moi, je me suis accrochée jusqu'en terminale C. J'ai sué gravement sur les maths. Ça a été un cauchemar pour moi. Et j'ai fait ma crise d'adolescence à ce moment-là. Et j'ai dit à mon père, il est hors de question que je continue dans les maths. Et je suis partie en Hippocagne. Donc pour un polytechnicien, il a dû très mal le vivre. Pas du tout. Il s'est dit, bon, finalement, allez. Il m'a dit, écoute, tu feras Sciences Po l'ENA, m'a-t-il dit. Je savais, je crois, même pas ce que c'était que Sciences Po et l'ENA à ce moment-là. Et puis, j'ai fait Sciences Po l'ENA. Voilà. Ça en dit long quand Sciences Po et l'ENA deviennent finalement un second choix. Je plaisante, il n'y a rien d'arrogant là-dedans. Mais voilà comment je l'ai vécu. Je l'ai vécu comme quelque chose qui était forcément moins bien qu'une carrière qui aurait été une carrière scientifique. Donc sans volonté politique ou volonté de travailler, enfin de servir pour l'État pendant toute une carrière. Le service de l'État, c'est différent de la politique. Le service de l'État, il était chevillé au corps là aussi, dans la famille. Mon père a été un grand serviteur de l'État toute sa vie. Il est de la génération des Rocard, des Delors. Et moi, quand je suis rentrée dans l'administration, c'était avec vraiment une envie de participer à la construction de l'Europe.
Donc, on était on était avant l'euro, on était avant l'ouverture de l'Europe à l'Est. Et il me semblait que, autant la génération de mon père avait participé véritablement à la reconstruction de la France après-guerre, autant il me semblait que la mienne, sa mission, c'était de construire l'Europe. Et j'ai eu une chance extraordinaire en rentrant au ministère des Finances parce qu'assez rapidement, j'ai pu être nommée au poste de chef du bureau Europe de la direction du budget. À un moment absolument passionnant parce que justement, on préparait l'euro et on a fait l'ouverture à l'Europe de l'Est pour un jeune ou fonctionnaire qui avait les aspirations qui étaient les miennes. Ça a été un moment passionnant. J'étais envoyée en mission, je me souviens, mes premières missions en Tchécoslovaquie. On commençait à se parler avec des fonctionnaires de l'Est. On sentait des gens qui venaient d'un univers extraordinairement contrôlé, encadré. On sentait des gens pauvres, mais avec une immense aspiration à s'ouvrir à la liberté. Et il y avait un sens. Alors, les jeunes aujourd'hui cherchent le sens. Ouais, bien sûr. Il y avait vraiment un sens, ou en tout cas, moi, c'était le mien. Je considère encore aujourd'hui que j'ai eu une chance extraordinaire de participer à ce mouvement-là. Ouais. Qu'est-ce qui t'en fait finalement partir? Parce que donc tu as eu cette carrière au service de l'État, et qui a finalement été assez courte, et vraiment au début de ta carrière. Et souvent, effectivement, la question du sens, quand j'en discute avec des gens qui travaillent dans des cabinets ou dans des administrations, on sent que ça m'a beaucoup intéressé, notamment dans les dirigeants qui étaient passés par l'ENA et qui avaient servi pour l'État. Justement, cette question de dire on est resté, même pour ceux qui sont restés dans le public toute leur carrière, qu'est-ce qui a plus de sens que finalement de travailler pour l'État français? Qu'est-ce qui t'amène finalement à vouloir en sortir et entamer une carrière dans le privé? Alors d'abord, j'y suis pas restée si peu de temps que ça, parce que quand même, j'y ai fait pratiquement la moitié de ma carrière, puisque j'ai passé plus d'une douzaine d'années à Bercy. Puis ensuite, je suis partie à la Caisse des dépôts. Et puis ensuite, ce qui fait que j'en suis sortie, c'est pas que j'ai voulu en sortir, c'est qu'il y a un moment... Alors, moi, il se trouve que pendant tout ce temps-là, j'ai eu cette folle idée de faire des enfants. Donc, j'ai fait 4 enfants quand même, ce qui est pas rien. Et on m'a proposé à plusieurs reprises de faire du cabinet ministériel, ce qui fait partie de la carrière quand tu es énarque. Sauf qu'à chaque fois qu'on me l'a proposé, soit je venais de faire un bébé, soit j'allais accoucher quelques mois plus tard. Et il me semblait que c'était pas d'une grande honnêteté de mettre au monde un bébé et en même temps passer ses jours et ses nuits dans un cabinet ministériel. Donc, j'ai refusé à chaque fois. Ce qui fait que quand tu fais pas de cabinet, il y a un moment, comme tu n'es pas étiqueté, tu n'es pas encarté, tu n'es pas d'un bord ou d'un autre, il y a des gens qui commencent, des plus jeunes que toi d'ailleurs, qui commencent à te passer devant parce que eux, ils ont servi tel ou tel ministre. Donc, à un moment, tu te retrouves un peu bloqué, tu as envie de faire plein de choses et puis tu sens que... Et puis là, il y a quelqu'un qui vient te chercher et qui te dit « Moi, j'ai besoin de toi. Et j'ai besoin de toi parce qu'on est dans la tourmente. » Et ça, c'est quelques mois après Kerviel. C'est quelques semaines de la crise des subprimes. Il se trouve que Frédéric Oudéa, que j'avais rencontré au ministère des Finances, m'invite à le rejoindre. Il était en train de reconstituer son équipe de direction, en fait, après le gros choc Kerviel chez SocGen. Et là, tu te dis, bon, très bien, je peux être utile aussi là. Je peux avoir une utilité. Je vais avoir des moyens d'action qui seront d'ailleurs infiniment supérieurs à ceux que j'ai pu avoir dans l'État, parce que l'État est un beau projet, mais mon Dieu, qu'il est difficile à faire bouger quand tu as une âme de transformatrice, qui est mon cas. Et voilà. Donc, c'est plutôt si tu veux, série de circonstances. Je pense que c'est assez propre aux femmes, en tout cas celles de ma génération, c'est qu'on n'a pas de plan de carrière. D'ailleurs, souvent les coachs, il m'est arrivé d'être coachée, ils me disent « Mais alors c'est quoi votre plan, machin, vous savez qu'il faut que vous pensiez tout ça ». J'ai jamais pensé quand je suis dans quelque chose, je le fais avancer. Et j'ai toujours pensé que quand tu faisais avancer les choses, il y a un moment, le chemin s'ouvre, si tu veux. Qu'est-ce que tu faisais à la CDC? Alors à la CDC, quand j'ai quitté Bercy, le directeur général de l'époque m'a proposé de rentrer de manière assez incongrue, chez ICDC. ICDC était, et toujours d'ailleurs, le GIE informatique de la Caisse des dépôts, du groupe Caisse des dépôts. À l'époque, le groupe Caisse, c'était quand même un gros truc, parce qu'il y avait la Caisse, il y avait la CNP, et puis il y avait Xis, la Banque de financement et d'investissement, qui a émergé au sein de la Caisse, puis qui est partie vivre sa vie. Mais ça a été la meilleure chose de ma vie, parce que là, si tu veux, j'ai plongé dans les sujets informatiques que je ne connaissais absolument pas. Pour l'anecdote, quand je suis rentrée à Bercy, d'abord, c'était pas encore Bercy. Moi, j'ai vécu la dernière année à Rivoli, du ministère des Finances, avant le déménagement. Et quand je suis rentrée donc dans l'administration, sur les bureaux, il y avait des bulles Questar 400.
Alors toi, évidemment, tu n'as pas Non. connu les bulles Questar Non, 400. je vais avoir besoin de précision. Voilà, le bulle Questar 400, c'était quand même un truc absolument gigantesque qui te prenait la moitié du bureau puis qui savait évidemment rien faire. Et d'ailleurs, c'était assez drôle parce qu'à côté de moi, j'avais un vieux attaché d'administration et lui, il avait le bulle Questar 400 puis à côté, il avait toujours des grands cahiers sur lesquels il notait des chiffres comme ça. Je savais d'ailleurs pas trop bien je savais pas ce qu'il faisait, mais enfin bon, voilà. Donc, si tu veux, j'y connaissais strictement rien à l'informatique quand effectivement on m'a demandé de rentrer dans ce GIE comme numéro 2 pour accompagner le patron de ce GIE qui était dans une situation d'incompréhension totale. Lui, c'était un vrai informaticien. Mais il y avait une incompréhension totale entre lui et puis les patrons de la caisse. La caisse, c'était un univers de verbes, de mots, de phrases, pas du tout d'informatique, de chiffres, etc. Donc, il y avait une incompréhension totale. Et pourtant, c'était le moment où tout le monde voyait bien quand même que l'informatique allait devenir absolument cruciale pour toutes les institutions financières. Et donc, je suis rentrée là. Et ce qui a été formidable, c'est que là, j'ai rencontré pour la première fois dans ma carrière professionnelle un univers d'ingénieurs. Et là, je me suis retrouvée chez moi, en fait. Dans ce monde d'ingénieurs, beaucoup plus que dans le monde politique ou de la haute fonction publique dans laquelle j'avais évolué jusqu'à présent. Donc, j'étais plus dans un univers où je pouvais spontanément être moi-même, appliquer mes codes, c'est-à-dire une forme d'être un peu cash, d'être un peu simple, d'être un peu direct. J'ai rencontré des gens qui, au début, se sont demandé ce que je foutais là, bien entendu, vu que j'y connaissais pas grand-chose. Moi, de mon côté, je pense que j'ai eu l'écoute et eux, ils ont eu la gentillesse puis l'intelligence de m'ouvrir à ce milieu-là. Qu'est-ce qu'on est allé chercher chez toi à ce moment-là? Parce qu'effectivement, je dirais le lien entre ce que tu faisais pour l'administration à Bercy et le GIE informatique de la CDC, quelles sont les compétences en fait qu'ils sont allés chercher? Je veux bien que les énarques savent tout faire. Non, alors, si tu veux, le terme de compétence à l'époque, quand même, c'est pas un terme qu'on connaît encore énormément. Hein, tu vois, il n'y a pas de formation, on n'est pas suivi, enfin, tu vois, on n'est pas coaché, on n'est rien du tout. Hein. Donc, à l'époque, tu as encore le galon qui tient lieu de compétence. Hein. C'est la DRH de la Caisse des dépôts qui m'avait repéré. Parce qu'il se trouve qu'à ce moment-là, moi, j'étais plus sur l'Europe, hélas, mais j'étais sur tous les sujets de politique de rémunération et de pilotage des établissements publics, politique de rémunération de la fonction publique au sein de Bercy. Et j'avais négocié avec la Caisse des dépôts et tous les grands établissements publics la mise en œuvre des 35 heures dans l'administration. C'était un truc énorme. Et là, je suis repérée par la DRH de la Caisse qui probablement voit en moi quelqu'un qui a une appétence humaine et surtout capable de... Je pense que vu mes origines, je suis un peu je suis des deux rives de la Méditerranée. Et je crois que je suis une sorte d'interprète, c'est-à-dire je sais passer d'une culture à l'autre, je sais comprendre des scientifiques, mais je sais parler à des politiques. Et c'est ça qui m'a servi en fait dans tout le reste de ma carrière, parce que tout ce que j'ai fait derrière, ça a été de faire ce lien entre ce monde ultra technologique de l'informatique puis du digital et le monde des patrons de business, surtout dans la finance, qui sont encore aujourd'hui ni formés, très étrangers, qui comprennent pas forcément, qui ont l'impression que l'informatique, c'est un centre de coûts, que tous ces informaticiens, c'est vraiment n'importe quoi, etc., etc. Et donc, je suis arrivée dans ce GIE, c'était un peu, il faut sauver le soldat Ryan, qui était le patron de ce truc qui était en perdition. Voilà. Si on en revient, donc, on avait abordé ton départ de la CDC, ton arrivée dans le groupe SocGen. Donc là, tu restes dans l'informatique, on te charge de rationaliser l'informatique du groupe. Ouais, c'est plus large que ça, c'est-à-dire que je deviens directrice des ressources, puis ensuite de l'innovation. Et les ressources, c'est pas les ressources humaines, hein, mais c'est toutes les ressources non humaines en fait du groupe. Donc c'est l'informatique, mais c'est aussi l'immobilier, mais c'est aussi les achats, c'est aussi tous nos centres offshore sur les opérations. Voilà, donc c'est un grand bac à sable qui est en pleine tourmente, puisque on sort de Kerviel encore une fois, qui est un choc psychologique, en fait, énorme au sein de cette entreprise. J'arrive chez Société Générale 6 mois après Kerviel, 15 jours avant la crise des subprimes, et donc j'arrive vraiment dans une crise majeure. Énorme, ouais. Et là, Frédéric Oudéa fait le pari de me nommer directement au comité exécutif.
ou 3 mois après mon arrivée. Et là, de nouveau, je me trouve dans une situation où, d'abord, je suis une femme, c'est quasi que des hommes. Je suis plus jeune qu'eux, même si je ne suis déjà plus complètement jeune. Je viens du public, ce qui est quand même un monde qui est totalement méprisé par ces gens-là, hein. On est à un moment, après les années 90, début des années 2000, où il y a une scission très forte qui s'est faite entre le public et le privé, en fait, qui n'était pas le cas précédemment. Mais là, il y a une sorte de... Tout le monde se regarde en chien de faïence, quoi, hein. Dans le privé, on considère que ces gens du public, c'est des espèces de fonctionnaires qui servent à rien. Et puis, côté fonction publique, on considère que ces gens du privé, à part s'en mettre plein les poches, ils servent à rien non plus, quoi. Et donc, moi, j'arrive avec des gens qui me regardent pas avec beaucoup de tendresse. Et Frédéric me charge de faire un truc qui est quand même très compliqué, qui est d'industrialiser le groupe, en fait, à commencer par son informatique. Qu'est-ce qui t'animait quand tu as pris ce projet? Parce que finalement, tu avais démarré ta carrière, on a parlé du sens au départ, et je dirais le sens paraît évident, construction de l'Europe, voilà. Comment est-ce qu'à ce moment-là, quand on te fait cette proposition, qui même en termes d'évolution de carrière, et comme ça, naturellement, on se dit, est-ce que tu perds pas en sens par rapport à ce que tu avais dans le public? Qu'est-ce qui t'anime, toi, pour prendre ce job, et qu'est-ce qui t'a motivé dans ces fonctions? Être utile avant tout, je crois. C'est-à-dire, quand on vient te chercher, on dit, voilà, là, on a vraiment besoin de toi pour faire ça. Le moment que vivait l'entreprise, j'aime bien quand il y a quelque chose à faire, en fait. En fait, j'aime pas gérer, j'aime pas reproduire. Ce que j'aime énormément, c'est créer, construire dans un monde nouveau. Et puis surtout, je crois que j'aime les gens, avant tout. Et si tu veux, cette idée d'une entreprise qui est dans une situation extrêmement difficile et qui a un rôle et que je peux être utile et que certes, c'est plus 70 millions de Français, mais c'est être beaucoup plus opérationnel dans une boîte qui compte 200 000 personnes et qui sert 20 millions de clients, ça a un sens. Ça a un sens. Donc là, je vais juste rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est j'aime pas gérer, donc tu deviens CEO du Crédit du Nord. Ouais. Qu'est-ce qui t'amène là? Mais je ne gère aussi, toujours pas. Tu gères toujours pas au Crédit du Nord? Non, il y a plein de gens qui gèrent, donc pourquoi moi je gérerais, si tu veux, on n'a pas besoin de quelqu'un qui... Voilà. Et ça c'est quelque chose, je rebondis là aussi dessus, c'est quelque chose que tu penses commun à tous les CEO. Est-ce que le rôle d'un CEO, c'est de gérer, ou justement c'est de s'entourer, d'avoir des patrons qui gèrent pour lui et d'avoir une vision plus long terme? Moi, je pense vraiment que le rôle de CEO, c'est de s'entourer de gens qui gèrent, mais c'est de pas gérer. Surtout dans le monde complexe, qui est celui dans lequel on vit. Plein de surprises tous les 4 matins. On va de crise en crise. On est de crise en crise. Ça me fait marrer. Ça se multiplie. Les gens qui commencent leur discours, tu sais, de vœux, etc. Non, c'est une grande incertitude. Mais les gars, on est en incertitude permanente. Voilà. Mais tu crois que c'était le cas? Ça a toujours été le cas? Enfin, c'est le cas depuis que moi, je suis dans la vie active. C'est quand même largement le cas. Ça s'accélère, évidemment. Ça s'accélère avec l'accélération et avec la progression technologique, la capacité de l'information à circuler de plus en plus vite. C'est ça qui fait qu'on accélère. La grande accélération, elle vient de là. Il faut garder en permanence une bande de cerveau libre, si tu veux, pour voir plus loin, pour anticiper les coûts, pour s'adapter. Il faut avoir une agilité et une plasticité tout en étant ferme dans l'expression de ces directives ou de ces orientations. Moi, je ne suis pas une gestionnaire. Gérer m'ennuie profondément, reproduire m'ennuie profondément. La seule chose qui m'intéresse, c'est d'essayer de voir comment tu peux amener les organisations à ne pas mourir, en fait, à évoluer avec leur temps, avec leur époque, à s'adapter. Quand je parle des organisations, c'est les hommes à l'intérieur de l'organisation. C'est les humains dedans. Tu vois, moi, j'ai commencé à travailler en 2008, donc autant te dire que j'ai pas connu beaucoup de moments de sérénité dans la vie professionnelle, mais il me semble quand même que ces crises-là, elles se sont quand même accélérées, qu'il y en a de plus, elles sont plus fréquentes, avec des impacts qui sont de plus en plus importants, et effectivement, elles s'enchaînent très rapidement. Ce qui a beaucoup changé dans le courant des années 80, c'est la mondialisation. Et ce qui fait que maintenant, les crises sont complètement systémiques, elles sont complètement ouvertes, imbriquées, donc forcément beaucoup plus complexes. Je pense que c'est ça qui a changé. Et encore une fois, la rapidité de la diffusion de l'information. Et le monde est devenu, aussi bien le monde politique que le monde des affaires, est devenu assez largement un théâtre. Et ça, c'est quand même la nouveauté du rôle du dirigeant par rapport probablement à il y a 40 ans, c'est qu'il doit être un acteur en même temps. La gestion de la communication est quelque chose qui est largement aussi important, si tu veux, que le management de sa boîte. C'est dingue quand on y pense. C'est dingue. Et tu peux avoir des dérives, c'est-à-dire tu peux avoir des gens qui sont infoutus de communiquer, c'est une catastrophe. Et puis tu peux avoir des gens qui sont beaucoup dans la communication et puis dont tu as le sentiment qu'en fait, voilà,
Ils sont plus dans la réalité du business. Si on en revient au Crédit du Nord, avec le recul et aujourd'hui, quelles sont tes grandes réalisations, les choses dont tu es le plus fier? Ma fierté, c'est surtout d'avoir réuni autour de moi cette équipe de patrons. Le Crédit du Nord est une fédération de banques régionales, donc à la tête de chacune des banques, il y a des banquiers, des vrais banquiers, pas comme moi, qui ont en général fait toute la carrière, qui viennent du terrain, qui connaissent leurs clients intimement, qui sont vraiment des très grands professionnels pour lesquels j'ai énormément de respect. Et là, c'est pareil, quand je suis arrivée là, je pense que ces gens-là se sont dit « Oh là là, mais elle vient avec son histoire d'innovation, de digital, elle va nous faire abandonner qui on est, etc. etc. » Et je crois qu'on a réussi vraiment à construire ensemble un parcours de transformation qui était totalement respectueux de leur histoire et qui les a rendus fiers, en fait, qui les a rendus fiers de ce qu'on a fait ensemble, parce qu'on a vraiment bougé beaucoup de cloisons. On a repensé, par exemple, intégralement ce qu'on appelle la segmentation client. On était sur des segmentations extrêmement classique où en fait on servait nos clients en fonction du chiffre d'affaires qu'ils font avec la banque. Tu vois, tu es un client de base ou tu es un client un peu plus haut de gamme, etc., etc. Sans connaissance du client, avec l'utilisation du digital, de l'intelligence artificielle, du big data, etc., tu peux avoir une approche beaucoup plus individualisée en fait du client. Et ça correspondait tellement à cette banque parce que historiquement, c'est ça qu'ils faisaient dans la relation personnelle. Là, il leur fallait être dotés des outils qui leur permettraient de le faire de manière plus large et encore plus approfondie. Et ils sont complètement rentrés là-dedans avec une agilité absolument incroyable. Ensuite, on a commencé à repenser nos modes de distribution. On s'est dit, l'agence telle qu'elle est, là, les agences, c'était comme toutes les agences bancaires classiques, c'est-à-dire des agences un peu tristes, avec des grands halls vides, très peu de gens qui viennent dedans, puis des petits bureaux au fond avec des banquiers planqués. Et là, évidemment, on a renversé tout ça, mais c'est pareil, j'ai pas dit demain, ce sera comme ça. On a travaillé ensemble en se disant, OK, comment on fait pour que ce lieu, dans lequel plus personne n'a vraiment envie de venir et dans lequel finalement ces jeunes gars qu'on recrute et ces jeunes filles, moi je les voyais dans ces unières, je me disais comment ils peuvent avoir envie de venir bosser là, quoi. Ça, c'était d'une tristesse à mourir. Au plan immobilier, quoi, au plan matériel, au plan de l'organisation du travail, alors même qu'on commençait à parler de télétravail, de coworking, de travail mobile, en mobilité, etc., etc. Et donc là, on a vraiment travaillé ensemble pour créer un concept d'agence où on a retourné complètement le truc. C'est-à-dire, on a ramené les banquiers au milieu de l'agence. On en a fait quasi des espaces de coworking dans lesquels les clients sont venus. On est allé vers des décors ultra chaleureux, donc l'inverse de la marque de richesse que peuvent afficher les banques parfois. On s'est régalé dans ce projet, on était vraiment ensemble et ils en ont été très très fiers. Les banques se sont quand même, suite à la crise financière, largement transformées entre la réglementation qui s'est intensifiée, les changements d'usage. Je pense que les banques, et tu sais que j'intervenais beaucoup dans ce secteur, ont mené une réelle transformation. Quelle est un peu ta vision là aujourd'hui, avec le recul, de ce secteur-là et même plus globalement, enfin sur les grands enjeux en fait? Après les 15 ans que je viens d'y passer, moi j'ai eu la chance en fait d'être à ces postes et notamment au COMEX de SocGen, responsable de la transformation digitale. J'ai été aux premières loges pour voir arriver cette vague. Donc moi, j'arrive en 2008 chez SocGen. L'iPhone arrive en 2011-12, je crois, quelque chose comme ça. Et pour moi, c'est la rupture. C'est à ce moment-là que les usages vraiment basculent. Moi, je crée à ce moment-là une direction de l'innovation et on essaye d'observer ces changements. Moi, j'essaye d'observer en tout cas ces changements sociétaux qui sont à l'œuvre, notamment dans les modes de consommation et dont je pressens bien qu'ils vont complètement bouleverser les usages bancaires. Et donc, ça a été ça pendant près de 10 ans. Hein. Ça a été mon grand travail, c'est d'essayer d'acculturer l'ensemble de mes collègues à cette idée que ça allait changer. Mais plutôt dans un monde qui n'aime pas que ça change, en tout cas qui n'aimait pas que ça change. Et du coup, ce monde a bougé. Bon, souvent, quand on dirige des organisations et qu'on veut les faire bouger, on parle de la menace externe. En général, ça crée un aiguillon au changement. Mais la menace, on la voyait comme réelle, qui était l'arrivée des néobanques. On disait, regardez, on va être bouffés. Voilà. Et puis Apple va faire de la banque, et puis Google va faire de la banque, et puis etc., etc. On est 15 ans plus tard, pratiquement, et le système bancaire, force est de reconnaître qu'il a totalement résisté. Mmh. Il a totalement résisté. Il a investi des milliards d'euros dans sa transformation digitale. Et je crois qu'on peut dire aujourd'hui, en tout cas en France,
que les banques traditionnelles, elles ont non seulement résisté, mais elles sont aujourd'hui en avance. Elles sont très douées sur la partie digitale. Elles en sont même à imaginer que pourquoi est-ce qu'il y aurait vraiment autant de séparation entre la banque tradie, qui s'est considérablement digitalisée, puis leur banque en ligne qu'elles ont toutes créées. On voit BNP entre la banque classique et Hellobank, on voit bien tout ça, voilà. Donc ça a été quand même un monde, grâce à sa richesse à la fois financière, malgré la crise, mine de rien, et à sa richesse humaine. J'avais coutume de dire, et je dis toujours, que en fait, les plus grosses compétences informatiques en France et en Europe sont dans les banques, aujourd'hui. On est un peu, bien sûr, challengé par du Google, mais on a des très, 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 très bons. Et donc, ils ont été capables... Moi, je dirigeais quand même 20 000 informaticiens dans le monde quand j'avais cette responsabilité-là chez SocGen. Inutile de dire que, voilà, j'avais des très, très bons. J'avais des très, très bons. Et donc, ce monde a été vraiment capable de s'adapter. Et je pense que finalement, ce qui fait son utilité sociale, qui est la confiance que le client peut avoir dans sa banque, c'est ça qui a gagné, finalement, au-delà de la facilité, de la simplicité d'usage. Et dès lors que ce monde-là a réussi à s'approprier la simplicité d'usage des banques en ligne, il est plutôt aujourd'hui, finalement, en tout cas, il est toujours là. Il n'y a pas eu de drame majeur. Et c'est plutôt le monde des banques en ligne qui se cherche un peu. Il y en a beaucoup. Elles ne sont pas forcément rentables, etc., etc. Donc cette guerre-là, entre guillemets, je pense que le vieux monde qui s'est considérablement transformé l'a gagné. Voilà, n'a pas encore été disrupté, en tout cas. Non. Ouais. Il n'a pas été disrupté parce qu'il a été fort quand même, mine de rien. Ça a été des années, pour moi, difficiles, parce que c'était difficile, vraiment, mais passionnantes. Et finalement, l'ensemble de la structure a bougé, et ça, c'est finalement une très grande satisfaction. Moi, j'ai le sentiment d'avoir participé vraiment à ce mouvement-là, quoi. Donc, tu quittes le Crédit du Nord en 2022. Ouais. Tu prends des mandats d'administratrice dans un certain nombre d'institutions financières et tu te lances dans l'entrepreneuriat. Alors, est-ce que tu peux... Voilà, parce que la dernière fois qu'on s'était vu, je crois que tu n'en étais pas là, que tu peux nous parler d'Oxo Dynamics. Écoute, d'abord, donc j'ai quitté le groupe au moment de la fusion. Hein, c'était pas de gaieté de cœur, mais voilà, il y avait une fusion qui était décidée par les actionnaires de la banque. Donc moi, j'ai considéré qu'il fallait que je continue ma route autrement. J'ai pris effectivement un certain nombre de mandats qui sont des positions intéressantes, mais pas exécutives. Je pensais que le reste de ma vie se déroulerait bien comme ça, mais j'ai un côté doueuse, faiseuse, qui fait qu'il y a quelque chose qui me manquait quand même. Il se trouve qu'à ce moment-là, je rediscute avec une jeune femme, une ingénieure informaticienne que j'avais croisée au sein de Société Générale, et qu'on se dit toutes les deux qu'il faut qu'on monte un projet ensemble. On avait déjà créé, abrité par Société Générale, une néobanque pour les pros à l'époque. Donc, on se connaissait bien, on avait déjà bossé ensemble. Et là, on se dit, mais quel serait notre prochain combat? Pourquoi on a envie de se donner? De la même façon que je t'ai parlé de l'Europe en début de cet entretien, voilà, pour moi aujourd'hui, le grand combat de ces dizaines d'années qui viennent, c'est la transition durable de nos économies et de nos sociétés. Et en y réfléchissant, on se dit comment on peut contribuer à ça? Quelle est la part qu'on peut prendre? Et l'idée, c'est d'utiliser ce qu'on sait faire. On est toutes les deux du monde de la banque et de la finance. Elle, en tant qu'experte, moi, en tant que généraliste, mais bonne connaisseuse néanmoins de l'informatique, on se dit, voilà. Fait une tournée de toutes nos connaissances dans l'entreprise, à la fois dans les grands groupes et puis dans des entreprises plus restreintes. Et on comprend que la difficulté qu'ont les organisations aujourd'hui pour piloter réellement leur transition, c'est d'avoir les bonnes données. On est encore, et encore aujourd'hui, on n'a pas quitté le monde du greenwashing, il faut quand même le dire. Quand tu regardes l'intégralité des rapports extra-financiers qui sont produits aujourd'hui abondamment par plein d'entreprises, dans de très jolies pages de papier glacé de communication, tu es frappé parce que souvent, il y a pas de chiffres. Alors moi, là aussi, je reviens au tout début de l'entretien, mais je pense qu'un chiffre a le mérite d'être un objet précis et clair. Et je pense que tant qu'on ne pilotera pas la transition durable et donc les données extra-financières avec la même solidité, avec le même sérieux qu'on pilote les données financières, et Dieu sait que les données financières, le monde dans lequel nous vivons, les pilote avec un grand sérieux, eh bien, il n'y aura pas véritablement de transition. C'est pas un commissaire aux comptes qui va te dire le contraire. Voilà. Et il se trouve sur ces entrefaites, entre guillemets, parce que moi, j'étais pas encore une grande spécialiste de la régulation sur la durabilité, de la régulation verte, même si j'en entendais beaucoup parler de la Commission européenne. Là, je découvre à ce moment-là que la CSRD est en train d'arriver. Et pour moi, ça, c'est cet outil réglementaire
qui va faire qu'il n'y a plus d'échappatoire possible. Il n'y a plus d'échappatoire possible, c'est-à-dire que véritablement, l'objet de cette réglementation, c'est bien de mettre au même niveau de sécurité les données financières et les données extra-financières. Donc la directive CSRD, qui est la directive qui va obliger toutes les entreprises de plus de 250 salariés à produire un reporting extra-financier, qui lui-même sera audité par des commissaires aux comptes, avec à terme le même niveau d'assurance que le financier. Donc avec effectivement l'objectif de convergence de l'extra-financier et du financier. Donc effectivement une révolution pour beaucoup d'entreprises. Une véritable révolution, et donc une révolution de chiffres, et donc une révolution de données. Et avec la grande difficulté, quand on fait cette tournée des chefs d'entreprise qu'on connaît là l'hiver dernier, on se rend compte qu'en fait, la grande problématique, y compris pour ceux qui veulent le faire vraiment et sincèrement, c'est d'aller trouver ces données. Ces données, elles sont dispersées, elles sont partout. Elles n'étaient pas stratégiques jusqu'ici. Elles n'étaient pas stratégiques, on ne les regardait pas, il n'y avait pas vraiment de KPI, etc., etc. Et donc, en fait, alors, ces gens-là nomment des directeurs, des directrices. J'ai coutume de dire, pour l'instant, c'est surtout des femmes qui sont sur la RSE. Quand il y aura des hommes, on pourra considérer que c'est devenu un vrai métier. Une petite pique, mais enfin... On va creuser ça. C'est la réalité, néanmoins. Et donc, on découvre que ces gens-là s'arrachent les cheveux parce qu'on leur demande de faire des consolidations. Alors, pour les connaisseurs aussi, le fameux Scope 3, voilà, qui te demande d'aller consolider les données extra-financières de tes fournisseurs, de tes clients. Enfin, tout ça est un casse-tête chinois quand t'as pas les données. Et donc, on se dit, c'est là c'est là le service qu'on peut rendre. C'est vraiment là le service qu'on peut rendre parce que nous, on connaît bien les chiffres, on connaît bien les KPI, les machins, les trucs, et on sait ce que c'est que la donnée, on sait ce que c'est que l'intelligence artificielle. On a déjà monté une plateforme informatique de très haut niveau puisqu'on a su créer une plateforme bancaire. Et donc, c'est cette idée de créer une plateforme qui va automatiser, vraiment automatiser, en se pluguant directement dans les systèmes d'information des entreprises, la remontée des données extra-financières, grâce à la création de connecteurs, d'API qui vont permettre d'aller se plugger dans les systèmes. Alors, quand c'est des systèmes de place, type Silae pour les SI RH ou Sage pour les SI comptables, etc., ça va être facile. Quand on sera face à des systèmes d'information maison bricolés, on fabriquera le connecteur. Et quand la donnée sera pas dans un système d'information, ce qui peut être le cas, parce qu'il y a encore pas mal de données qui sont dans des rapports, par exemple, qui auraient pu être faits soit par des auditeurs, soit par des consultants, etc. Là, on va utiliser de l'intelligence artificielle et générative qui va aller repérer, qui va lire et qui va aller nous chercher les éléments dont on a besoin dans ces rapports. Une fois qu'on a fait remonter de manière vraiment automatisée ces données, donc sécure, auditable. Tu as la piste d'audit. Dans la boîte noire, il y a les algos qui vont bien pour produire les calculs. Et puis ensuite, on fabrique les interfaces de reporting en faisant des jolis tableaux avec des courbes sur lesquels on peut vraiment travailler. L'ambition, c'est bien entendu de permettre aux chefs d'entreprise de faire ce reporting, mais avant tout, c'est de permettre aux chefs d'entreprise de piloter sa transition. Et donc, à terme, de pouvoir faire des scénarios. Et notre rêve, ce serait d'être capable d'intégrer les scénarios sectoriels du GIEC pour permettre aux chefs d'entreprise de faire des simulations de trajectoire en regardant les impacts et cette double matérialité, ce double impact de l'environnement sur sa trajectoire financière et à contrario de sa propre trajectoire opérationnelle. Sur l'environnement. J'entends beaucoup de dirigeants, soit des clients, soit d'autres patrons avec lesquels on discute, qui, peut-être pas dans les grands groupes, mais dans les plus petites sociétés, celles qui n'étaient pas forcément aujourd'hui tenues de faire un reporting extra-financier, mais celles qui le seront demain, voir cette directive sur la durabilité uniquement comme un reporting. C'est un reporting de plus. Ouais. Et je pense que les dirigeants qui voient le problème de cette façon ratent toute l'ambition du texte, une grosse partie du sujet, qui est effectivement faire en sorte que les entreprises adoptent leur transition, fassent évoluer leur business model et réellement se transforment. Tu partages ça et comment est-ce que vous contribuez, finalement pousser les entreprises par la donnée, par le chiffre, à les amener à se transformer plus vite? Encore une fois, je crois que tu ne pilotes pas ce que tu ne mesures pas. Et donc, si ces patrons-là, je leur fais le crédit, je leur donne le crédit de ne pas y être encore juste parce qu'en fait, ils sont pas les chiffres. Je donne un exemple concret. J'étais encore directrice générale du groupe Crédit du Nord. J'avais déjà très à cœur ces sujets-là. Et je ne cessais de répéter à mes équipes, l'ESG, c'est bien, mais c'est pas juste acheter 3 vélos électriques pour nos collaborateurs, mettre des poubelles à double face ou je ne sais trop quoi. Tant que ce ne sera pas au cœur du business model, c'est-à-dire notamment de notre capacité à prêter, tant que c'est pas au cœur de ton business model, tu as fait zéro transition.
Tout ça, c'est juste du décorum, mais voilà. Et j'explique les choses de la façon suivante. Un jour, on fait un grand dîner, on recevait tout le temps nos clients en permanence, etc. Et je rencontre 2 jeunes entrepreneurs d'une 40aine d'années, parisiens, très, très chic, très sympa, très cool, etc., qui avaient repris une boîte de plastique, d'emballage plastique. Puis là, je leur dis, mais couper les finances. vous avez pensé à la suite? Parce que peut-être que l'emballage plastique, peut-être qu'un jour, on va en sortir quand même. Et là, j'ai vu ces 2 gars interdits, très surpris, très étonnés de ma question. Et quand je suis rentrée, j'ai dit, vous voyez, typiquement, voilà, c'est ça le sujet. C'est-à-dire que continuer à prêter à des gens qui ne se sont même pas posé la question de la transition, ça, c'est pas possible. Nous, on fera notre transition le jour où on adoptera une politique des risques et une politique de crédit qui tiendra compte de ces sujets-là. Et du coup, le rôle qu'on peut jouer vis-à-vis de ces gens-là, c'est de les éveiller à cette idée qu'il va falloir qu'ils réfléchissent. Et typiquement, si tu commences à moduler le coût de ton crédit en fonction de la plus ou moins grande implication de ton client dans sa transition, tu vois bien que tu fais bouger des choses. Et donc, il y a des gens qui, sincèrement, ont envie de bouger. Il y a des gens, mais c'est comme ça la vie, c'est toujours comme ça a toujours été comme ça. Il y a des gens qui ont soit pas envie, soit ça les emmerde, soit ils voient pas l'intérêt, soit machin. Ok, toute la société, toute l'économie est en train de bouger pour faire que ce ne soit plus possible de ne pas bouger. Et la CSRD est un des outils. Et je pense que tout le monde financier et bancaire, il n'y a pas que les banques, mais il y a tous les investisseurs. Je suis aussi chez Eurazeo, une entreprise qui est particulièrement soucieuse de ESG et qui a largement commencé à orienter ses investissements en tenant compte de l'engagement dans la transition de ses propres clients. Donc, si tu veux, je pense que c'est un mouvement qui est en train de se produire. Peut-être il n'est pas assez rapide, comme disent certains, mais il y a une vraie bascule. C'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. C'est un des objectifs de la mission de BDO, de faire en sorte de sensibiliser, d'informer nos clients sur le besoin de se transformer. Donc effectivement, je suis convaincu que le secteur financier a un rôle énorme à jouer pour aider ses clients à s'accélérer. Mais effectivement, le reporting extra-financier est une brique d'un sujet qui est plus vaste, qui est réellement plus vaste, bien sûr. La transition durable des entreprises. Mais nous, on a choisi, on s'est dit, attends, ne regardons pas trop large, offrons le service pour lequel on est sûr d'être utile. C'est-à-dire que nous, on n'est pas dans le what to do. C'est-à-dire, moi, je ne vais pas conseiller des clients pour leur dire comment ils doivent faire leur transition, comment ils doivent faire pour économiser plus d'énergie, pour faire autre chose que du plastique, etc. Nous, on est juste là pour les aider à compter. Et je pense qu'une fois qu'ils auront les chiffres et qu'ils verront surtout les trajectoires et les impacts et les risques, et en fait, parce que c'est toute une analyse des risques qu'il faut faire désormais dans les boîtes, je pense qu'ils bougeront parce que tout simplement, les mécanismes économiques s'entraîneront à bouger. Il y a une deuxième rupture dont je voudrais t'en parler, et je ne l'ai pas précisé dans ta présentation, mais tu es également coprésidente du Conseil du numérique. La rupture de l'IA générative, et l'arrivée de l'IA générative dans la société. Je pense qu'on peut parler de rupture, oui. Je pense que c'est énorme. Pour employer des grands mots. Je ne sais pas comment l'humanité va réussir à passer cette nouvelle rupture-là. La précédente a déjà généré des bouleversements considérables. Quand tu dis la précédente, tu penses... La révolution digitale du début des années 2010 et singulièrement l'arrivée du smartphone, qui a été en fait cette généralisation, cette horizontalisation massive de l'information, de toute information, et donc la disruption de toute forme d'autorité. C'est Michel Serres, je trouve, qui m'a inspiré considérablement quand j'ai eu à piloter ces choses-là, qui dans Petite Poussette racontait ça très très bien, avec une vision du futur incroyable, qui montrait bien à quel point c'était un choc anthropologique, c'est-à-dire à quel point l'humain était en train de changer. Mes enfants ne savent pas lire une carte, ils savent suivre un GPS. Bon, moi non plus. Moi, j'ai un mal fou à suivre un GPS. Pour moi, c'est insupportable. J'ai l'impression de ne pas savoir où je suis. Si tu veux, j'ai pas la vision dans l'espace, etc. Bref. Mais c'est loin d'être la seule chose. Ce qu'expliquait Michel Serres, c'est qu'en fait, cette massification, cette diffusion sans frontières et sans maîtrise, et sans contrôle, et sans critique, etc., de l'information, avait eu pour premier effet de disrupter toutes les hiérarchies, en fait. L'élève vis-à-vis du maître. Enfin, le maître, qu'est-ce que tu me racontes? Moi, je peux aller voir sur Internet, puisque tu dis c'est pas vrai, puis machin, etc. Le patient vis-à-vis du médecin. On a tous regardé notre portable pour s'auto-diagnostiquer, et puis critiquer l'avis etc. Et puis, le citoyen vis-à-vis du politique, la remise en question aujourd'hui des grands chocs dans les démocraties, et on va voir ce qui va se passer aux États-Unis. Enfin bon. Tout ça vient de cette révolution digitale. C'est quand même bien une révolution technologique qui a entraîné un choc
anthropologique qui est déjà extrêmement puissant. L'IA générative et notamment les chatbots et cette IA conversationnelle en fait, parce que c'est ça dont on parle, elle va faciliter encore, elle va multiplier par, je sais pas, c'est pas décupler, c'est pas centupler, c'est je ne sais pas par combien, la facilité de l'interaction entre l'humain et la machine. Et comment un esprit humain peut-il garder raison face à cette espèce d'omniscience qui est dans le téléphone portable et qui te répond à tout, quoi, en fait. Et est-ce qu'on va être capable de former des humains à l'esprit et à la raison suffisamment solide pour être capable de prendre la distance nécessaire vis-à-vis de ce que raconte la machine? Et elle peut te raconter absolument. Et suffisamment rapidement, parce que vu la vitesse à laquelle ça va. Et suffisamment rapidement, tu as entièrement raison. Voilà, c'est des choses sur lesquelles on a beaucoup réfléchi dans cette mandature du Conseil national du numérique, parce que notre sujet, c'était ça. C'était véritablement d'étudier ce que fait le numérique au monde et à l'être humain. On a regardé ce que fait le choc sur l'éducation, le choc sur la culture, le choc sur les démocraties, le choc sur la vérité. On est aujourd'hui dans des sociétés dans lesquelles il est même difficile de partager des faits. C'est pas seulement l'interprétation des faits qui peut changer entre toi et moi, c'est aussi la contestation de la réalité des faits. Parce que fake news, etc., etc. Le choc a été puissant. Ces outils sont fantastiques. On a été beaucoup à espérer dans cette horizontalisation, cette démocratisation. C'était ça l'espoir qu'on avait dans ces outils. Force est de reconnaître que la balance entre le bon et le moins bon, elle est questionnée. Voilà. Ce qui me frappe aussi, c'est un peu l'opposition qu'il peut y avoir dans le domaine public sur l'impact que va avoir l'IA, avec d'un côté des gens extrêmement inquiets sur ce qu'on peut entendre, la machine va tous nous transformer, et effectivement on n'arrivera pas de toute manière à suivre l'évolution, et donc ça peut nous amener dans le mur, avec des gens qui au contraire pensent que ça va nous permettre de vaincre la maladie, enfin on en arrive au transhumanisme, etc. Moi j'utilise beaucoup, vraiment, mais je veux dire, on est en train de trouver là dans l'entreprise et de le diffuser dans l'entreprise en trouvant des cas d'application, etc. Mais je trouve ça extrêmement intéressant et plutôt positif en nous disant ça va effectivement transformer, mais ça va remplacer des jobs par d'autres. Enfin, et de toute manière, ça se diffuse, donc il faut y aller. Mais c'est vrai qu'on voit quand même une rupture avec potentiellement des gens qui, s'ils s'y mettent pas, vont être complètement marginalisés si on s'y met pas tout de suite. Oui, mais ça c'est le sujet dans l'économie et dans l'entreprise. Je dirais qu'à la limite, c'est un sujet facile, entre guillemets. C'est-à-dire que oui, ça va disrupter, il y a des métiers qui vont disparaître. C'est juste que ça va encore plus vite qu'avant, mais on suit une sorte de mouvement. Mais moi, ce qui m'interroge, si tu veux, c'est l'IA générative dans le portable d'un gamin de 12 ans, quoi. Et comment, tu vois, j'élargis le débat, je reste pas dans l'entreprise. Dans l'entreprise, tu as entièrement raison, bien entendu. Tu n'as pas d'autre solution que d'y aller, de toute façon. Voilà. Mais globalement, le rôle de l'État, là, pour le coup, et le rôle des États, le rôle de l'Union européenne, c'est quand même de se poser la question de, encore une fois, ce que ça fait des générations futures, celles qui auront vécu avec ça. Ce qui est très paradoxal, c'est que plus ces outils d'horizontalisation de l'information, de démocratisation de l'information se développent, plus en fait, on a le sentiment que les communautés s'enferment. C'est-à-dire que c'est devenu des instruments de fermeture des communautés, d'identité, si tu veux, extrêmement forte. Puis chacun construit sa vérité. Je pense que c'est le rôle des pouvoirs publics de regarder ça d'extrêmement près. Je suis pas pour réglementer, mais je suis pour former, pour éduquer. Et c'est vrai que le rôle de l'éducation est plus fort que jamais. Si on veut rester en démocratie, il faut un système éducatif plus fort que jamais. À notre échelle, on l'avait un peu pris comme ça, effectivement, en se disant de toute manière, ça sert à rien d'essayer de contrôler, que de toute manière la vague arrive. Il y a des entreprises qui ont interdit l'utilisation de ChatGPT parce que problème de sécurité, comment est-ce qu'on contrôle l'output, etc. Si, au début, les banques avaient fermé Internet, l'accès d'Internet sur les postes de travail. Enfin, tu vois, heureusement qu'on les a ouverts, parce que... Ouais, et puis de toute manière, les collaborateurs aujourd'hui, ils ont des devices perso, ils l'utilisaient déjà, donc ça servait pas à grand-chose. Mais par contre, effectivement, comment est-ce qu'on fait pour former, pour que les gens aient
le bon niveau de discernement et le bon niveau de compréhension de ce que fait une IA, ce qu'elle peut pas faire, du niveau de contrôle, pour que, effectivement, on n'ait pas des dérives. C'est quand même compliqué hein, d'exercer ton esprit critique quand tu es pressé, que tu n'as pas le temps. Tu poses la question, tu as immédiatement 2 pages de réponse. Tu dis, oh la vache, parfait, génial. Allez, je colle ça. Je colle ça dans ma copie, je colle ça au chef et on est barré. Il va falloir qu'on invente d'autres mécanismes de check et balance quoi, dans l'entreprise, dans la société, tu vois, pour être capable de pas se laisser. On peut se laisser, mais complètement embarqué par le truc. Hein. Je sais très, très engagé sur l'égalité. Quelle est la lecture que tu as aujourd'hui de à la fois la situation telle qu'elle est, comment est-ce que globalement la société évolue sur le sujet de l'égalité homme-femme, mais sur la correction des autres sujets d'inégalité. Et toi, quels sont, je sais que c'était un combat. Comment est-ce que tu continues de l'incarner? Comment est-ce que tu as utilisé ce combat dans ta vie de dirigeante? Alors, un combat, oui, c'est vrai. C'est vrai que mon père m'appelait la suffragette hein, quand j'étais petite. Donc voilà. Et c'est vrai que je viens d'une famille méditerranéenne et ma grand-mère disait les hommes à l'extérieur, les femmes à la maison. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui m'a tellement marquée et j'ai dû avoir envie, dès mon plus jeune âge, de montrer que moi, j'avais envie d'être à l'extérieur aussi et que j'allais le faire. Et du coup, c'est vrai que j'ai passé ma vie professionnelle dans un monde essentiellement masculin parce que quand tu arrives, grâce à tes études, à te hisser à des niveaux de direction rapidement, tu es dans un univers très masculin. Moi, je trouve quand même que ça énormément bougé en l'espace de 35 ans, que c'est plus une exception, fort heureusement, de voir des femmes à des postes de responsabilité. Je pense que les hommes ont beaucoup changé aussi. Je pense qu'ils font une place désormais sans se faire forcer la main comme c'était encore le cas il y a ne serait-ce que 20 ans, parce que je pense qu'ils y voient leur intérêt. Enfin, ils voient l'intérêt de la diversité dans un groupe. Ce qui me navre, pour tout dire, c'est l'évolution du néo-féminisme, qui est un féminisme de haine, je trouve. Moi, j'ai jamais pratiqué ce féminisme-là. C'est-à-dire que je pense qu'il faut qu'on vive ensemble, les hommes et les femmes, qu'il ne s'agit pas qu'on soit pareils, nous sommes différents. Et ce qui fait notre force, c'est d'être différents. Et dans un groupe, quand chacun fait l'effort d'entendre la différence de l'autre, les signes qu'il adresse, on est capable globalement, collectivement, de prendre des décisions qui me semblent plus justes, plus efficaces. Donc le sujet, c'est de se reconnaître comme étant différent sur un certain nombre de réactions, sur un certain nombre de façons de voir le monde, et de s'écouter. Et donc, si tu veux, je suis pas dans un combat de haine ou de prise de pouvoir ou de rapport de force. Je pense qu'il faut qu'on arrive à construire ensemble. J'ai fait 4 enfants, j'ai 2 filles, 2 garçons, pour te dire à quel point j'ai cette égalité absolument chevillée au corps. Voilà. Tu étais pour les quotas? J'ai jamais été pour les quotas, mais c'est sûrement parce que j'ai toujours été capable, on va dire, par moi-même d'attraper les postes que j'ai attrapés, mais c'est parce que je me suis beaucoup battue et surtout que je suis capable d'une énergie que peut-être tout le monde n'a pas, et c'était peut-être un peu prétentieux d'être contre les quotas. Voilà. Parce que finalement, dans les conseils d'administration, c'est bien qu'il y a eu des quotas. Je pense qu'on serait jamais arrivé à 40% de femmes dans les conseils sans les quotas. J'ai été vexée par les quotas. Parce que si tu veux, quand tu arrives dans un board et qu'on te dit que c'est parce que tu es une femme quota, c'est quand même assez difficile. D'autant que quand tu as gagné ta place dans les grands concours administratifs, etc., il n'y avait pas... voilà, tu l'as gagné juste parce que tu as fait, quoi. C'est ce que je disais. J'interviewais une autre dirigeante il y a quelques jours, et moi personnellement j'étais contre. Je trouvais ça assez stupide de fixer encore une nouvelle règle et que finalement ça pouvait amener une discrimination positive et que c'était pas forcément la bonne solution. Force est de constater quand même qu'effectivement ça a permis d'accélérer sur ces sujets, mais je pense que ce qui me gênait le plus, c'était finalement ces femmes qui arrivent à des postes de responsabilité parce qu'il fallait remplir les quotas. Je trouvais ça presque contre-productif, en fait. Presque pire. Et tu vois, nous, on a changé, je le dis avec une certaine fierté quand même. On a aujourd'hui une gouvernance qui est paritaire, hein. Je veux dire, on l'a annoncé assez vite, mais c'est vrai que dans la manière dont on a construit l'équipe, j'ai quand même été vigilant à ce que nos collaborateurs, nos associés se disent pas Arnaud, il y avait 5 mecs dans le directoire, il fallait des femmes, donc on est allé, voilà, et finalement les personnes qui y sont pas là pour leurs compétences, mais
c'est vrai que c'était quand même un peu le risque Bien sûr. d'imposer des quotas, mais c'est vrai que la société a quand même évolué. Mais toi, t'as souffert parce que t'étais quand même dans un monde, notamment sur la parentalité. Enfin, tu disais, t'as eu une Oui, non, carrière brillante avec 4 enfants dans un monde où je pense que les entreprises étaient pas au niveau où elles sont Ah bah aujourd'hui non, 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 sur non, la non, ça parentalité. n'avait rien à voir. Ça a été une motivation supplémentaire, mais oui, je pense que toute ma vie, j'ai voulu prouver que c'était possible. Et ça te donne une force probablement, une énergie, peut-être supérieure à d'autres. On accuse beaucoup, souvent, les femmes qui arrivent à ces niveaux de responsabilité d'être un peu, parfois, voire, agressives, et cetera. Mais, il faut avoir un caractère un peu différent, pour réussir à faire son trou, sa place dans des milieux de ce type. Donc effectivement, ça développe un peu des talents de combattante, oui, ça c'est certain. Mais pour la petite anecdote, moi quand je suis sortie de l'ENA, à l'époque, je sais pas si c'est toujours le cas, mais enfin c'était ton rang de sortie qui faisait ta capacité de choix. Donc plus tu sortais, en tête de classement, plus tu avais la capacité de choisir, et cetera. Donc moi, je me suis trouvée en situation d'avoir la possibilité d'entrer au ministère des Finances. Il y avait, on était 11% de filles à l'époque dans ma promo de l'ENA, donc c'était quand même encore très peu. Et on se présente, au secrétariat général du ministère des Finances de l'époque, et donc il y avait 4 ou 5 de mes camarades garçons qui étaient avec moi. J'étais la seule fille et on venait pour postuler. Le secrétaire général s'adresse d'ailleurs essentiellement aux garçons de la promo, puis à la fin, il nous fait sortir et puis il me retient comme ça, mais il me dit: «Vous savez, vous avez vraiment envie de venir au ministère des Finances? Parce que vous savez, au ministère des Finances, on n'a pas le temps de faire ses courses», me fait-il. Et donc là, on se dit: «Mais je vais lui montrer à celui-là». Mmh. D'ailleurs, à Sciences Po, ça avait été pareil. On m'avait fait le même coup quand je suis rentrée. J'avais fait une hypocagne, une cagne, et je suis reçue, je réussis le concours, je rentre à l'époque, on rentrait en 2e année quand on avait déjà fait un peu d'études avant, et pareil, je suis reçue et on me dit: «Mais peut-être on pourrait étaler votre scolarité, peut-être on pourrait faire ça en 3 ans», alors que normalement, il me restait 2 ans à faire. Bon, à chaque fois qu'on me dit un truc comme ça, c'est fou, mais comme ça me donne envie. Tu crois que ça a été déterminant, ça, dans ta réussite, dans sa réussite? Ah, je sais Finalement, pas, d'avoir été dans un monde où toutes ces anecdotes, tout ce que tu as vécu, t'a poussé. Tu crois que tu aurais eu la même carrière ou c'est qu'un élément parmi Bah, en tout cas, d'autres? je pense que ça a été comme ça. Donc, je sais pas comment ça aurait pu être autrement. Ce que je sais, c'est qu'encore une fois, ça développe, ça développe un esprit combatif extrêmement puissant, mais que moi, j'ai été obligée de contrebalancer toute ma vie par, je pratique beaucoup le yoga. Je pratique, le yoga depuis 30 ans. J'ai eu besoin, si tu veux, en permanence de revenir à une forme de féminité aussi et de douceur. Si tu veux, tu oublies la douceur, tu oublies l'humanité quand tu es uniquement dans des stratégies de Le combat comme combat. ça, tu vois? Et tu peux devenir dingue, en fait. Et moi, j'avais pas envie de devenir dingue. Je voulais pas devenir un mec. J'avais pas envie d'exercer le pouvoir comme un homme. J'avais envie j'avais envie de rester, dans cette humanité, cette part de féminité en moi, si tu veux, qui souvent a été quand même, largement, éteinte parce qu'il fallait se battre, quoi. Donc voilà, ça a été ça, plus la difficulté, c'est de maintenir cet équilibre. Ouais, équilibre, ça fait une bonne transition. Équilibre vie pro, vie perso, c'est possible pour un dirigeant? Non, en tout cas, c'est une quête. En tout cas, je pense que c'est quelque chose que j'ai essayé de chercher, tout le temps, que j'ai pas toujours trouvé, mais que j'ai essayé de chercher tout le temps. Ce que j'ai cherché, c'est moins l'équilibre que l'honnêteté. Je te disais tout à l'heure que j'avais refusé plusieurs fois des postes en cabinet ministériel. J'ai refusé des postes en cabinet ministériel. Donc j'ai, d'une certaine façon, abîmé ma carrière parce que je considérais que je le devais à mes enfants, quoi, tu vois? Donc j'ai fait des choix. J'ai fait des choix régulièrement. C'était incompatible ça, Bah, il y a des la filles il y a vie il y a des perso filles en il y a des filles cabinet, qui le font. C'était incompatible pour moi. Moi, laisser un bébé de 2 semaines à la maison et me remettre à bosser jusqu'à minuit tous les soirs sans plus le voir, c'était dans ma chair, tu vois? Impossible. Tu un regret ou alors un échec, quelque chose que tu considères comme un échec dans ta vie, pro, perso, avec le recul? J'ai le grand, grand regret, la grande tristesse de la disparition du Crédit du Nord. Bon, je m'en sens pas responsable non plus. Enfin, il y a des moments, il y a des choix qui sont faits dans les grands groupes. J'ai mis longtemps à l'accepter. C'est peut-être là où j'ai été, naïve, c'est-à-dire que,
j'ai pu penser à un moment que j'allais peut-être sauver cette entreprise que j'ai adorée. J'ai adoré cette entreprise-là, j'ai adoré son éthique, sa façon de faire, les gens qui y travaillaient, la façon dont ils travaillaient. J'ai noué des relations peut-être trop il y avait peut-être trop d'affectifs là-dedans. J'ai été extrêmement triste de sa disparition et j'ai mis un petit moment à m'en remettre. Mais voilà, si tu veux, tous les échecs, toutes les difficultés, tous les obstacles sont une façon aussi de te remettre en question, Et progresser. d'avancer, de réfléchir, à la vie, aux choses, aux autres, et cetera, et cetera. Voilà. Bon, en tout cas, c'est une belle déclaration pour ceux qui sont passés par le Crédit du Nord. Ouais. Françoise, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui pour ton témoignage. C'était très inspirant. Je te souhaite le meilleur pour Oxo Dynamics. Merci encore d'avoir accepté l'invitation et à très bientôt. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci Arnaud, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Coulisses de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode parce que le podcast, finalement, c'est comme les valeurs d'une entreprise, ça se partage. BDO.